Bonjour à tous. Donc, je dirige une équipe à INRIA Sophia Antipolis. Je bénéficie aussi d'une chaire du 3IA Côte d'Azur. Mon équipe s'appelle Titan. On travaille sur la modélisation géométrique d'environnement 3D. On est vraiment spécialisé sur la modélisation géométrique à partir de mesures, qu'elles soient des données LIDAR, des images satellites. On est plutôt expert sur le traitement numérique de la géométrie. Donc, par exemple, convertir des images satellites en des scènes en 3D. Voilà, on a des collaborations avec le CNES, on a aussi des projets avec l'IGN, avec des entreprises aussi, LuxCarta et d'autres entreprises, comme des startups qui font aussi du jumeau numérique sur des thèmes, en gros, jumeau numérique, soit à l'échelle d'un territoire, soit à l'échelle d'un site industriel, différentes échelles. Bon, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la recherche qui est faite dans mon équipe. Cyril m'a demandé donc de vous préparer une présentation un peu générale sur l'IA. Donc c'est très très général et je vais partager avec vous en tout cas ma vision dans le thème notamment après les territoires intelligents. Donc ça c'est le plan. Je vais parler d'abord d'intelligence artificielle avec quelques définitions et opportunités, risques, puis les territoires intelligents et puis de l'IA à l'apprentissage profond pour également donner un petit rappel historique. Alors, si on regarde l'intelligence artificielle, une définition très, très commune, en tout cas, c'est l'ensemble des théories, des techniques qui sont mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Et donc, très souvent, c'est la résolution de problèmes à forte complexité logique, si on est dans le symbolique ou algorithmique. Et donc, l'objectif, c'est d'imiter, ou en tout cas de remplacer l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. Alors, si on regarde une classification possible, une première, c'est de voir de l'IA dans sa version faible, où la machine, elle simule l'intelligence pour des systèmes de plus en plus autonomes. L'IA forte, c'est une intelligence qui serait consciente, avec la compréhension de ses propres raisonnements. C'est encore un mirage. Hein. Et puis, étroite, c'est vraiment plutôt conçu spécifiquement sur une tâche très spécialisée, sans développement particulier pour la généraliser. Alors, l'intelligence artificielle, elle augmente la capacité à prendre des décisions, à aussi organiser et structurer des connaissances. Ça, c'est un point aussi très important. Donner du sens aux données. Là, on est aussi dans le data mining, extraire des informations à partir de données brutes, y compris des signaux faibles que des humains même seraient incapables de percevoir. Optimiser les performances de systèmes et puis prédire et donc anticiper le réel. Donc on est vraiment sur des thèmes, je pense, de la journée pour les territoires intelligents, être capable de prédire, d'anticiper des phénomènes et de simuler. Alors l'intelligence artificielle, ça joue un rôle transversal puisque ça aide à la décision, structurer les connaissances. Donc ça irrigue toutes les autres technologies, on le voit en ce moment. Et puis, ça peut être aussi un maillon central, voire final, dans la chaîne de création de valeur, donc dans certains cas. Il ne faut pas oublier qu'on peut voir l'IA comme, je dirais, une machine aussi parfois à faire de l'optimisation. Et donc, c'est dans une chaîne de valeur, vous avez compris, que si on a une fonction objectif qui est placée quelque part, ça peut aussi se traduire sur un échelon final. Alors, en termes d'opportunités de risque, sur le plan sociétal, le rôle de l'IA, il est croissant parce que si elle est bien utilisée, elle peut libérer, elle peut décupler des potentiels puisqu'elle peut vous aider à prendre des décisions, elle peut extraire des connaissances sur des données vraiment massives, elle peut augmenter l'intelligence, elle peut aussi permettre de partager des connaissances et de la valeur, même faciliter l'accès des ressources à tous et créer du lien social. Donc ça peut être aussi un moyen et pas juste une finalité, évidemment. Donc ça, c'est dans un monde un peu idéal parce que si elle est mal utilisée, elle peut aussi aliéner sous une certaine forme, elle peut aussi exclure, elle peut même aussi capter une grande part de la valeur parce que si vous avez dans une chaîne de valeur en fait une IA qui a comme fonction objective par exemple de maximiser, je sais pas moi, le profit d'un acteur de la chaîne de valeur, vous avez compris le problème. Donc ça explique un petit peu les craintes et puis évidemment la partie exclusion, c'est aussi parfois pour l'accès en fait à l'intelligence artificielle.
Alors, je veux dire un mot aussi sur les territoires intelligents. Donc, dans ce contexte de l'intelligence artificielle, par rapport au thème d'aujourd'hui, quand on regarde un territoire intelligent, qu'est-ce que ça serait alors, une version d'abord un petit peu idéale, hein, c'est l'objectif très général, ça serait de partager des services et des ressources au plus grand nombre. Côté un peu inclusif. Alors, ça veut dire quoi pour ces services? Ça serait qu'ils seraient, cette fois-ci, la valeur ajoutée de ces territoires intelligents, ça serait qu'ils soient personnalisés, qui s'adaptent à quoi? À des contraintes, à des comportements, à des préférences. Okay, donc, je vais donner un exemple peut-être un petit peu plus concret, mais donc, la notion d'intelligence, pour un territoire intelligent, ce n'est pas nécessairement la capacité à raisonner, je ne sais pas, sur des données massives, etc. Le territoire intelligent, c'est vraiment cette idée de réactivité. Donc, quand on parle de smart, notamment, quelque chose de smart, c'est quelque chose qui est capable, je dirais, en fonction du contexte, de prendre la bonne décision, dans un contexte qui évolue en permanence. D'accord? Donc, alors après, quand on regarde dans un territoire intelligent, qu'est-ce qu'on va trouver? Des systèmes intelligents qui sont interconnectés, qui sont en réseau, puisqu'il y a énormément de réseaux dans un territoire. Vous avez un réseau, évidemment, des réseaux d'énergie, des réseaux de communication, des réseaux, je dirais, routiers, des réseaux commerciaux. Et donc, vous pouvez comme ça juxtaposer les réseaux, et ces réseaux sont en interaction. Et l'idée du territoire intelligent, c'est de se dire, OK, il n'y a pas de silos. On essaye d'éviter les silos où chaque réseau est presque indépendant et n'est pas informé de ce qui se passe en dehors. Et l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir une espèce d'interconnexion pour obtenir cette intelligence en termes de réactivité. D'accord ? Ça veut dire que de la sorte, on va avoir des utilisateurs, des citoyens d'un territoire intelligent qui vont bénéficier de services, de ressources qui vont être personnalisés, qui vont comprendre leurs habitudes, leurs préférences, leurs contraintes, voire des objectifs multiples. On peut avoir des objectifs et des contraintes qui sont, je dirais, à plusieurs dimensions. Et puis, on peut avoir aussi cette idée que dans un territoire intelligent, l'objectif, c'est évidemment pas de trouver un minimum local, un optimum local, c'est-à-dire quelque chose qui serait là aussi le meilleur choix pour une partie prenante, un acteur d'un territoire. Je prends un exemple très très simple, mais si vous avez un fournisseur d'énergie, à lui tout seul, son objectif, par exemple, ça serait de maximiser son profit. Mais l'objectif, ce n'est pas ça du tout. Le territoire intelligent, c'est de faire en sorte que ça soit inclusif et qu'on trouve un minimum global pour que, évidemment, l'ensemble des acteurs, parce que lui, l'utilisateur, évidemment, son objectif, il est complètement différent. D'accord ? Donc, là-dedans, il y a tout qui joue. Il y a cette idée de politique incitative, il y a l'idée de gouvernance, il y a plein de dimensions qui jouent dans un territoire, qui rendent la chose, je trouve, en tout cas passionnante, parce que même si moi je suis chercheur et je fais en fin de journée finalement des algorithmes, voilà, c'est intéressant de prendre un peu de recul et de comprendre ça, de voir ça d'un point de vue aussi citoyen. Alors, donc l'IA, les systèmes intelligents vont pouvoir aider à prendre des décisions, prévoir des événements pour le risque. Je crois que cet après-midi, il va y avoir des thèmes comme ça. Allouer des ressources, partager des services et faire aussi un compte-rendu aux citoyens et aux décideurs. Parce que, évidemment, si vous appuyez sur une IA pour prendre la décision, il va falloir aussi faire un compte-rendu et expliquer ces choses-là. Alors, encore une fois, je reviens là-dessus, l'intelligence dans ce contexte-là, c'est de la réactivité avant tout. Et est-ce que ça serait un merveilleux technologique? Donc, est-ce que l'IA, voilà, si on voit ça d'un point de vue idéal, moi, en tout cas, j'en suis pas du tout convaincu. C'est-à-dire que vous savez qu'en ce moment, vous avez des grandes entreprises qui essayent de vous vendre, par exemple, la Smart City, Smart Territory, territoire intelligent sur étagère, d'accord? Une espèce de technologie qui serait vendue comme un merveilleux technologique, voilà, il y a plein de capteurs et tout va fonctionner. Je ne suis pas, en tout cas, pas tout à fait convaincu parce qu'en pratique, je suis beaucoup plus convaincu par l'idée qu'il ne doit pas y avoir un territoire intelligent qui, en fait,
va fonctionner pour tous les territoires français, Europe, etc. Puisque l'idée, c'est qu'il faut une démarche pluridisciplinaire, parce que par définition, chaque territoire est un peu unique, et donc il faut avoir un territoire intelligent qui se décline avec les spécificités du territoire. Sans parler aussi des questions de souveraineté, d'accord ? Donc ça, c'est aussi des questions un peu centrales. Alors, dans ce contexte-là, vous avez des utilisateurs de ce territoire intelligent. Alors évidemment, normalement, dans une version bien fichue du territoire intelligent, l'utilisateur, il est central. Mais en fait, je me dis, moi, en tout cas, je suis convaincu que on n'est pas juste, quand on est un utilisateur, on n'est pas juste un consommateur du territoire intelligent. Évidemment, ça va bien au-delà. Le but, c'est qu'on ne peut pas être, en fait, un utilisateur complètement passif, puisqu'on est un acteur. Parce que si vous êtes dans un territoire intelligent ou dans la ville intelligente, ou ces concepts-là, en fait, vous êtes un fournisseur de données. Vous fournissez de la donnée. Donc, vous ne pouvez pas complètement dire, voilà, je consomme. Et en plus, la dimension d'un citoyen, c'est bien au-delà, d'accord, qu'un consommateur de services. Et aussi, cet acteur, il va aussi pouvoir bénéficier d'un partage des ressources et de ses services. Alors, là-dedans, il y a aussi une dimension de gouvernance. Si on pense territoire intelligent, et je pense que c'est intéressant de le voir aussi connecté à l'IA, en fait. Si on regarde la gouvernance de ce territoire, il faut des mesures, des règles qui permettent d'assurer le bon fonctionnement. Donc, il y a des orientations stratégiques, il y a un suivi des objectifs, gestion des risques, utilisation responsable des ressources. Et puis, c'est souvent un pilotage multiparties prenantes. De fait que les décisions, ce n'est pas juste un seul groupe de décideurs, mais c'est après concertation et en fonction des différents intérêts. Il y a des parties prenantes, il y a une gouvernance à mettre en place. C'est là où je trouve que c'est très intéressant parce que l'IA, étant, on peut le voir aussi comme quand même une super machine à faire de l'optimisation, mais dans les progrès de l'IA, vous allez trouver des optimisations multi-objectifs, multi-contraintes. Donc on peut voir aussi l'IA au service de la gouvernance. Parce qu'il y a des principes aussi dans la gouvernance de responsabilité, de transparence, d'état de droit et puis de participation. Comment engager les utilisateurs, mais en fait les citoyens, qui sont bien plus, j'ai dit tout à l'heure, qu'un consommateur. Bon, ça, je referme la parenthèse sur la partie territoire intelligent. Et maintenant, je vais vous faire juste une petite introduction comme ça, très générale, de l'IA à l'apprentissage profond, pour mettre un petit peu de contexte pour la journée. Donc, l'IA, en tant que domaine de recherche, a été créée en 1956. Voilà. Même si cette notion, en fait, elle a été présente depuis l'Antiquité. Vous aviez déjà des intelligences artificielles, des sortes de robots intelligents qui avaient été déjà, dont le concept avait déjà été inventé. Et puis, dans le premier manifeste de l'IA, en 1948, Alan Turing, il a distingué deux approches différentes de l'IA. Donc, soit l'approche qu'on appelle top-down, c'est-à-dire guidée par la connaissance, soit une approche bottom-up, c'est-à-dire guidée par les données. D'accord ? Donc, c'est une taxonomie un peu simpliste, mais je vais revenir dessus. Alors, quand on regarde l'intelligence artificielle top-down, ou aussi l'IA naturaliste, on parle de cognition, c'est-à-dire il y a une connaissance des neurones biologiques dans les années 50, et puis après, il y a eu un premier neurone, une machine avec un réseau de neurones, un cognitron, un néocognitron, etc. Donc, et puis, sur la partie observation, il y a eu des algorithmes évolutionnaires, un raisonnement, de la logique, des systèmes experts et des systèmes multi-agents. Et là, on a des machines qui sont dites hypothético-déductives, voilà, où en fait, vous avez un expert qui détient une expertise, qui est recueillie par la cognition, et puis cette expertise, elle est transférée dans une base de connaissances. Vous avez ce qu'on appelle un système expert avec un moteur d'inférence. L'utilisateur pose un problème, pose une question, et puis l'informaticien, lui, il va concevoir le générateur. D'accord ? Donc, en gros, là, c'est la connaissance d'un expert qu'on essaye de transférer avec de la symbolique, des règles, des logiques. Donc, dans cette IA symbolique, vous avez en fait des connaissances sur un domaine qui sont extraites, formalisées, en règle, sur des symboles,
Et puis, ces règles sont exploitées par inférence. Donc, à droite, vous voyez un exemple tout simple. Vous dites, bah voilà, je connais une espèce d'un oiseau, je connais son envergure, le sexe, etc. J'ai des instances. Et puis, je vais avoir un ensemble de règles. Et on va rechercher des règles dans un espace discret, d'hypothèses qui expliquent les données. On essaye d'expliquer les données avec les règles. Et ça, quand on fait une IA symbolique de ce genre, on a de la programmation logique inductive. On manipule des symboles, on manipule de la logique. Alors, et après, quand on essaye de modéliser de façon formelle la connaissance humaine, on essaye de modéliser cette connaissance-là, hein, on essaye d'imiter ce raisonnement logique. On obtient des systèmes experts, des ontologies et des systèmes multi-agents. Okay, donc ça, c'est un monde qui est voilà, symbolique. Alors, seulement quand on regarde un petit historique, comme ça, une frise chronologique qui résume l'histoire de l'intelligence artificielle, donc vous aviez ici voilà, la conférence de Dartmouth, ici en 1956, le test de Turing, vous avez ici de la logique. Après, il y a eu ce qu'on a appelé le premier hiver de l'intelligence artificielle, c'est un peu tombé, où l'intérêt a un peu faibli. Puis après, vous avez des systèmes experts, des réseaux de neurones, deuxième hiver, puis machine learning et récemment deep learning, l'apprentissage profond, avec un engouement que l'on connaît aujourd'hui. Alors, maintenant, il y a aussi l'intelligence artificielle qu'on appelle bottom-up, donc, ou data-driven, donc guidée par les données, où là, c'est l'approche complètement opposée. On part de données, les données sont centrales, des données éventuellement labellisées, c'est-à-dire labellisées par contre par des experts, et puis on va construire des mécanismes mathématiques successifs pour prendre des décisions. Ça s'appelle l'apprentissage automatique, machine learning. Il y a eu des arbres de décision, de la rétropropagation, des forêts aléatoires, des supports vecteurs machines, du boosting et du deep learning. Et là, vous avez une machine, pareil, entrée-sortie, avec un calculateur. Mais ça, ce sont des machines qu'on appelle inductives. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas d'hypothèse sur des symboles, mais l'objectif, c'est plus de faire émerger des motifs pertinents, en fait, de trouver ce qu'on appelle en fait aussi des corrélations pour prédire des sorties. Il y a un magnifique pan dehors. Donc, l'apprentissage, par exemple, on peut apprendre des classifieurs sur des entrées numériques par optimisation qui est souvent continue. Donc, on fait de l'optimisation, mais on ne cherche pas à rechercher de l'explicitation de la connaissance extraite. On se dit, on a des données, on ne va pas les connecter à de la logique, à des connaissances expertes. Okay, donc, c'est vraiment... Alors, certains appellent ça l'approche boîte noire. Hein. Il y a une machine ensuite inductive et puis elle apprend à rechercher des corrélations. Faites attention parce que la corrélation, ce n'est pas du tout la même chose que la causalité. Ça ne va pas vous donner toujours la meilleure raison. Par exemple, il y a une étude à un moment donné qui avait regardé, cherché les corrélations et il trouvait que quand les ventes de glace et le nombre d'attaques de requins étaient corrélés, sur un certain nombre de plages échantillonnées. Donc, ils ont analysé les données, ils se sont dit, bon sang, mais ça veut dire que les requins aiment manger les personnes bien remplies de glace. C'est ça. Et alors, le problème, c'est que la seule variable confusionnelle, en réalité, c'était la température. D'accord ? Parce que la température de l'eau montait, ça fait venir les requins et ça faisait aussi consommer plus de glace. Attention, donc quand vous lisez dans les données de la corrélation, attention aux variables confusionnelles. Hein. C'est quand même quelque chose de problématique. Et puis en plus, il ne faut pas confondre la puissance de calcul, qui est finalement le seul génie de la machine, c'est quoi? C'est la puissance de calcul. D'accord? C'est ça. Après, le génie, pour moi, il est évidemment dans les algorithmes, dans l'IA elle-même, mais voilà, il ne faut pas confondre puissance de calcul avec l'intelligence. Il y avait aussi un article dans Le Monde, une tribune, ici, que voilà, croire que l'intelligence artificielle ait quelque chose à voir avec l'intelligence humaine, c'est une illusion, parce qu'il fait prendre les calculs pour l'intelligence. Alors, si on regarde maintenant l'IA ou l'apprentissage machine et l'apprentissage profond, comment ça a évolué en fait, quand on cherche à faire une forme de taxonomie. À gauche, vous avez l'IA symbolique, donc des algorithmes à base de règles, j'en ai parlé avant, et puis ce qu'on appelle l'IA connexionniste, les algorithmes d'apprentissage
à partir d'exemples, où on va lui montrer des données, des exemples, et on fait de l'entraînement. Alors, là, vous avez l'IA connexionniste, l'apprentissage profond. Alors, par exemple, si vous avez... D'abord, il ne faut pas confondre là aussi l'approche statistique et puis l'apprentissage et l'apprentissage profond, évidemment. Donc, par exemple, quand vous avez ici, vous voulez identifier des races de chiens, alors vous pouvez regarder, par exemple, la hauteur du chien, son poids, et puis là, vous avez ici des races vert, rouge, bleu et jaune. Alors, vous pouvez regarder, en fait, la probabilité conjointe, ici, qui va regarder, en fait, la probabilité, une distribution de la probabilité du poids et de la hauteur, donc la hauteur et du poids, sachant la race. D'accord ? Si vous connaissez la race, vous pouvez mesurer le chien et tracer des probabilités. D'accord ? Vous avez un modèle probabiliste pour les 4 races qui sont là. Si vous avez ça, alors il y a un théorème de Bayes qui permet de calculer la probabilité, cette fois-ci, de la race connaissant la taille et le poids. D'accord ? Donc ça, c'est assez intéressant parce que vous pouvez ensuite vous faire, comme ça, un classifieur, ici. Parce que là, les points que j'ai dessinés, c'est des vrais chiens que j'ai mesurés. Mais ça, c'est, entre guillemets, qu'est-ce qu'on va en faire, hein ? Comment on va essayer de construire une machine apprenante ? Est-ce qu'on peut s'en servir pour faire de l'apprentissage ? Quand on veut faire de l'apprentissage, le problème, c'est que plus tard, on va se retrouver en situation, en étape de test, où en fait, on a un nouveau chien qui apparaît, et on veut prédire, on veut savoir quelle est sa race finalement. Donc, on a une machine apprenante, c'est-à-dire un algorithme, qui peut fournir une famille de fonctions, f de x alpha, ici, où alpha correspond à un ensemble de paramètres. Alors, le problème, si on soulève un peu le capot de la machine d'apprentissage automatique, de façon alors, très très générale, hein, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais on cherche une fonction parmi toutes les fonctions de f ici qui fournit la meilleure approximation, y chapeau ici, de la vraie réponse, y qui est le label, la donnée labellisée par un expert, donnée par un oracle en fait. Et alors le truc, c'est que meilleur, c'est défini comme l'erreur minimale pour une certaine mesure d'erreur, un certain coût, une certaine perte liée à nos problèmes ou nos objectifs. D'accord ? Vous voyez que du coup, là, l'apprentissage automatique devient simplement un système d'optimisation, une machine à optimiser. Optimiser quoi ? Soit vous avez ce qu'on appelle le risque réel, ça s'appelle aussi erreur réelle, perte réelle, coût réel. Et on cherche à minimiser ce risque. Par exemple, c'est la moyenne de toutes les erreurs commises. Mais attention, vous voyez, l'intégrale, là, veut dire que c'est pour tout le domaine. C'est-à-dire virtuellement pour n'importe quel chien qu'on vient me présenter. Vous voyez, le problème, c'est que les lois de probabilité à tous ces autres endroits où je n'ai pas de mesure, elle est inconnue, par définition. Alors, c'est là où on peut parler maintenant vers les réseaux. On peut aller vers les réseaux de neurones. Où est le génie derrière le réseau de neurones, finalement ? C'est quoi l'idée, quoi, hein ? D'accord ? Donc, soit dans un premier monde, vous aviez l'apprentissage un peu à l'ancienne, où en fait, vous calculiez ce qu'on appelait des descripteurs. Vous pouviez décrire en fait vos données, par exemple. Alors évidemment, pour les données aujourd'hui de télédétection, on peut, quand on regarde les méthodes d'apprentissage supervisé, il y a des tonnes de façons de décrire l'observation de la Terre, des descripteurs. Mais alors le génie, l'idée principale des réseaux de neurones, c'est qu'en fait, il y a des couches qu'on appelle des réseaux, des couches ici de cachées, qui sont capables finalement d'apprendre. En fait, on lui présente des données et lui va être capable d'optimiser finalement, de trouver tout seul les descripteurs qui vont permettre d'avoir, par exemple, une classification ou une certaine minimisation d'une perte. Donc, dans ces couches-là, vous voyez, alors ça c'est très très résumé, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des coefficients, des poids par exemple, de ces neurones qui vont être appris dans une phase d'apprentissage où on va présenter des données. Alors, je vais très très vite, c'est juste pour esquisser un peu l'idée principale, mais quand on regarde, ensuite il y a eu un gros succès des réseaux de neurones convolutionnels. Alors, convolutionnel veut dire cette fois-ci que, vous voyez, je pars d'une image, par exemple, ici à gauche, et là, on va avoir des convolutions. Alors, vous savez, la convolution, d'habitude, c'est un opérateur qui fait des multiplications, des additions, etc. sur une image, sur des filtres avec un certain voisinage. Mais la nouveauté, c'est que cette fois-ci, c'est une convolution dont les coefficients sont appris en fonction des données.
Donc ça, c'est un exemple. Vous avez un premier réseau ici, une architecture de réseau convolutionnel, où en fait, l'idée un peu géniale aussi, c'est que vous avez ce qu'on appelle des cartes de descripteurs qui sont entièrement appris et vous pouvez les faire vraiment se déployer en grande dimension, tous ces réseaux cachés là. Et en fait, il va apprendre directement tout seul à déployer des features. Vous ne savez pas vraiment ce que c'est, vous ne pouvez pas vraiment mettre des mots dessus. Ce n'est pas relié à la connaissance humaine forcément. Ça peut ressembler à des choses comme détection de contours, orientés, des choses comme ça. Et plus vous allez de façon profonde dans ce réseau, plus vous avancez dans le réseau, et plus finalement ces features-là, c'est-à-dire ces descripteurs, vont être de haut niveau. Intuitivement, dans les couches basses, vous avez des descripteurs de bas niveau. Par exemple, va être capable, en gros, d'allumer un poids assez fort quand il va, par exemple, il va se spécialiser pour détecter des contours, par exemple, verticaux. Juste une orientation verticale d'un contour dans l'image. Okay, et puis un autre feature map, ici une autre carte de feature, de descripteur, va dire, moi je me spécialise dans les contours horizontaux ou diagonaux, ces choses-là. Mais la deuxième couche, les deuxièmes feature maps qui vont être là par exemple, elles vont dire, mais moi je suis capable de combiner les couches d'avant. Donc moi, je vais par exemple allumer un poids fort lorsque je vois simultanément un contour horizontal à côté d'un contour vertical. En fait, en train de former un coin, par exemple. Et là, il va s'allumer, et vous comprenez que cette description, c'est un peu plus haut niveau. C'est quand même un peu plus compliqué d'avoir un coin dans une image que d'avoir un contour. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment au niveau intuitif, parce qu'en réalité, ces couches sont tellement haut niveau en fin de journée dans l'architecture ici, c'est qu'en fait, le dernier réseau ici, il a 10 sorties, par exemple, ou si on veut faire la reconnaissance de caractère, il va avoir le nombre de sorties qui est proportionnel, c'est la longueur de l'alphabet. D'accord ? Et en fait, la dernière sortie va s'allumer, va vous donner une probabilité, par exemple, entre 0 et 100%, que ça soit la lettre A. D'accord ? Et donc, vous lisez les sorties du réseau, et lui, naturellement, il va apprendre tous les coefficients. Il va apprendre ça tout seul pour en fait finalement faire ce qu'on appelle l'apprentissage de façon supervisée. Alors après, il y a eu, ça c'est un article de 2015 qui s'appelait « Going Deeper with Convolution ». En gros, il y a eu une petite croyance pendant quelques années dans la communauté de recherche en IA, ici en apprentissage en réseau de neurones, qui disait « plus c'est profond et mieux c'est ». Alors, on l'a cru pendant un moment. Parce que ça, c'est une architecture de réseau. Vous voyez, en fait, je ne vous dis pas le nombre de couches qu'il y a là-dedans, de réseaux cachés, entre guillemets, tous les réseaux ici, avec des couches extrêmement profondes, où, en fait, on pouvait lui faire détecter des choses de plus en plus sophistiquées, de plus haut niveau. Et donc, par exemple, ça, c'était ici l'erreur de classification. Vous voyez qu'ici, dès qu'on était monté à 152 couches pour un réseau, à l'époque, vous aviez ici une erreur en pourcentage qui tombait à 3%, alors qu'avant, on était à 28-25% d'erreur pour des tâches de classification d'images. Aujourd'hui, franchement, si vous lisez la littérature en apprentissage profond, c'est énorme le zoo de ce que vous trouvez comme réseau. Je ne vais pas passer du temps là-dessus aujourd'hui. Ce qu'il faut que vous reteniez par contre, c'est que si vous prenez un réseau qui a suffisamment de couches ou qui a suffisamment de coefficients à apprendre, ce n'est pas forcément une très bonne chose parce que, regardez, en fait, supposons que vous ayez un nuage de points bleu-rouge, là, cette mixture de points bleu-rouge. Si vous utilisez un modèle trop simple, par exemple, vous avez un réseau qui a une seule couche et vous allez simplement apprendre finalement à séparer par une ligne droite. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un classifieur linéaire. Vous cherchez à ajuster les coefficients de cette droite, d'accord ? De sorte à ce que vous classifiez rouge et bleu. Si vous faites ça, c'est un peu simpliste. Si maintenant vous dites, OK, je vais prendre un réseau un peu plus profond, ça veut dire qu'au lieu d'avoir les équations, vous savez, les équations d'une droite, AX plus BY plus C, etc., vous prenez par exemple ici une quadrique. Donc vous avez besoin de un peu plus de coefficients, donc vous montez dans la dimension du réseau, ici, le nombre de coefficients en tout cas, et vous allez avoir un classifieur un peu plus complexe. Vous voyez, donc il va se courber, mais avec simplement ici un arc de parabole. Donc au milieu, on est pas mal. Pourquoi on est pas mal ? Alors, c'est pas terrible parce que, vous voyez, ce point bleu, on pourrait penser de prime abord, oui, mais... Alors je vous rappelle, ça, c'est les données des labels fournis par des experts, d'accord ? Donc on pourrait se dire, ouais, mais ce point bleu est mal classifié, d'accord ? Ce point bleu aussi. Alors, on peut essayer de faire ça, vous voyez ? On va prendre un réseau beaucoup plus profond, avec soit un plus grand nombre de couches, soit un plus grand nombre de coefficients,
Et là, on va se dire, voilà, ça c'est malin parce que je vais tracer cette courbe qui va séparer tous les bleus des rouges. Et en fait, si on fait ça, on est en train de faire ce qu'on appelle de l'overfitting. On est en train, en fait, on n'a pas de capacité à se généraliser. C'est-à-dire que, certes, sur toutes les données qu'on m'a fournies pour l'apprentissage, je vais pouvoir classifier les données qu'on m'a données pendant la phase d'apprentissage. Mais si on présente une nouvelle donnée, par exemple en télédétection, j'ai fait de l'apprentissage sur toutes les villes en Europe, et puis d'un coup, je vais classifier une ville dans un autre pays, c'est possible que je ne sois plus capable de classifier quoi que ce soit, ou même pour la couverture du sol et ces choses-là, parce que finalement, je n'ai pas cette capacité à généraliser. Donc ça, c'est un sujet, j'avais encadré un doctorant, moi, sur ce sujet-là, hein, en collaboration avec le CNES d'ailleurs, où on avait cherché à mettre au point des méthodes d'apprentissage profond qui soient capables de se généraliser. On avait essayé de faire de l'apprentissage pour essayer de se généraliser, pour en gros classifier des villes notamment, faire la classification sémantique hein, d'images satellites, y compris pour des villes qu'on n'a jamais vues. Okay ? Pour ça, il faut avoir une espèce de compromis, c'est qu'en gros, au milieu, là, on est mieux. Donc en fait, comme vous avez un ensemble d'entraînements que vous tirez aléatoirement, et chaque exemple étant indépendant des autres, et de façon identique, suivant une loi de probabilité, puisqu'on ne peut pas mesurer le risque réel, tout ce qu'on peut faire, c'est minimiser le risque empirique, c'est-à-dire l'erreur d'apprentissage, l'erreur d'entraînement. D'accord ? On ne connaît pas le risque réel, puisque dans la phase d'entraînement, on n'a pas encore les données de la phase de test. Donc en gros, vous avez, ça c'est l'espace des modèles. Là, vous avez un modèle entraîné, vous pouvez faire de l'optimisation, vous dites j'ai un modèle idéal. Si vous généralisez, c'est encore mieux, vous aurez un modèle capable aussi de fonctionner sur des données que vous n'avez pas encore vues. Et après, ce qu'on appelle l'expressivité, ça c'est la solution idéale. Okay ? Alors, maintenant, je voudrais dire un mot, je referme vraiment, c'est une espèce d'aperçu à Mach 2 hein, de l'IA comme ça, très très résumé, de façon un peu intuitive. Et maintenant, je veux dire un mot quand même sur l'importance des données. Je pense qu'il faut rendre justice aujourd'hui aux données. Vous savez qu'il y a trois carburants aujourd'hui dans l'IA. Le premier, c'est la puissance de calcul. La deuxième, c'est des algorithmes. Et la troisième, c'est la donnée. Et si on néglige ça, alors évidemment, quand on fait l'observation de la Terre, il y a un zoo de capteurs qui est impressionnant. On voit des résolutions de 20 cm jusqu'à 30 mètres. On peut voir des données multispectrales. Donc il y a vraiment une très grande diversité de mesures qui n'est pas sans poser de problème d'ailleurs, parce qu'il y a des différences en résolution, sans parler des variations au cours du temps. Et en fait, quand on regarde les données peuvent être de nature vectorielle, de nature raster. Raster, ça veut dire qu'on a des pixels dans des images, ce sont des données un petit peu brutes. Hein. Voilà. Et ensuite, quand on va on essaie de faire des résultats, des évaluations de systèmes d'IA pour aider à la décision, pour classifier, pour comprendre plein de choses, y compris les risques. Hein. Eh bien, il y a aussi besoin évidemment de l'expertise SIG, parce que de systèmes d'information géographique, parce que si vous faites uniquement l'approche boîte noire, en fait, vous ne serez pas capable, d'aller structurer vos données, d'aller prendre le meilleur ensemble de données pour votre apprentissage, et puis même la conception de l'algorithme d'apprentissage, et puis aussi, extrêmement important, la partie validation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les données vont pas, on n'a pas besoin juste de prendre une chaise longue et d'attendre que les données augmentent et puis tout va fonctionner. C'est pas ça du tout. Mais par contre, il faut bien comprendre une chose, c'est que si je vous donne par exemple une base d'images et qui a des milliers, des centaines de milliers d'images, ou cette fois-ci je passe aux milliards d'images, eh bien, il y a des nouvelles choses qui émergent sur des données massives. Vous pouvez avoir des phénomènes faibles, des choses qui sont très difficiles à percevoir pour l'humain. Vous pouvez chercher des corrélations. On peut voir des patterns, des motifs émerger sur de la donnée extrêmement massive, même si ça ne résout pas tout. Donc, par exemple, vous voyez, on entend beaucoup parler de GPT, ChatGPT, ces choses-là. Il faut savoir qu'ils entraînent avec des milliards de paramètres. Et là, ça ne veut pas dire que c'est la solution ultime, mais il y a quand même eu des progrès significatifs par
justement la profondeur de ces réseaux, les architectures et la donnée massive. Donc, si on regarde les données, donc c'est absolument crucial parce que souvent, ce qu'on dit en IA, c'est que la qualité de la donnée et finalement préparer les données, c'est 80% du travail. Donc, évidemment, des données de qualité, alors il n'y a pas de consensus sur qu'est-ce que ça veut dire, mais on aimerait avoir des données complètes, précises, si possible même exactes. Exact, c'est quand on a, vous savez, des données labellisées, par exemple, pour la classification, ces choses-là, la catégorisation. On aimerait avoir des données diverses qui reflètent la diversité de ce qu'on mesure, qui n'a pas de biais, parce que parfois, on a des biais dans le sens où on a énormément de données mesurées, on le sait bien, sur des zones denses, par exemple, densément peuplées, et puis beaucoup moins de données ailleurs. On a besoin aussi de données parfois structurées, parce que quand on a des données brutes, on va être même beaucoup de difficultés à même les préparer pour l'entraînement. Et puis les défis dans ce contexte-là, c'est de faire la collecte de ces données, le stockage, la gestion, les coûts aussi de cette donnée, les infrastructures, la confidentialité, voire même la conformité aux réglementations. Donc la donnée, elle est à la fois cruciale dans ce contexte-là, et tous les acteurs, ceux qui vont vous aider ici, moi je sais qu'on travaille dans mon équipe avec le CNES, on travaille avec des entreprises et aussi des instituts, on se rend compte que même pour les algorithmes qu'on essaye de concevoir en recherche, la donnée c'est vraiment le nerf de la guerre, et tous les acteurs qui travaillent, qui nous aident à structurer ces données-là, c'est comme les pièces d'un puzzle. Il vous manque une pièce d'un puzzle, en fait l'IA devient pas inopérante, mais vous perdez vraiment la puissance. Donc voilà, donc ça c'est le mot de la fin, et je vais arrêter là-dessus, et je vous remercie. Merci beaucoup Pierre pour cette introduction rapide, mais quand même très riche. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions parmi vous sur ces aspects un peu introductifs? On rentrera après plus dans les cas d'usage et les cas concrets, donc je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là. Eh bien, Philippe Rossello, géographaire. Alors, moi, ce que je vois derrière l'IA, derrière les machines, derrière parfois cette fascination de l'IA qu'on peut voir, c'est finalement l'humain. Voilà. Et finalement, l'humain se cache forcément dans cette IA, c'est une intelligence artificielle, mais finalement, détenir de l'information, croiser de l'information, c'est donner du pouvoir aussi. Et vous avez parlé d'aliénation tout à l'heure, vous parlez de certaines formes d'aliénation, j'aimerais bien que vous peut-être vous la partagiez, quelles sont ces formes d'aliénation. Et finalement, moi, c'est toutes les questions d'abus et de gouvernance aussi, notamment quand on parle de gestion des territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui. Alors, moi, ce que je pense, c'est que le premier risque, évidemment, c'est des enjeux d'abord de souveraineté, c'est-à-dire d'être capable d'avoir, si possible, des IA les plus explicables possibles, transparentes, pas la boîte noire dans laquelle, en fait, c'est un système boîte noire qu'on vous a vendu sur étagère, souvent d'ailleurs assez cher, avec des promesses de merveilleux technologiques. Et puis ensuite, vous mettez des données à gauche, vous récupérez en fait une aide à la décision, vous vous rendez compte quoi? Donc, pour expliquer ça à des citoyens, faire du compte-rendu. Donc, pour moi, l'aliénation, ça peut être aussi, par exemple, l'instrumentation du territoire intelligent, y compris par une puissance extérieure. Pour avoir, vous imaginez, supposons que vous ayez un territoire intelligent ou une ville intelligente, d'accord? Donc, cette espèce de système, avec tous ces réseaux interconnectés, une IA au milieu, qui vous aide à prendre des décisions, qui collecte les données. Supposons que quelqu'un arrive, enfin une puissance même extérieure, arrive à instrumenter ça, instrumenter la Smart City ou le territoire intelligent, pour finalement soit des enjeux d'opinion, c'est-à-dire soit avec un objectif qui n'est pas l'objectif minimum global, je dirais, des citoyens qui sont les utilisateurs de ce territoire. Vous voyez ? Donc ça peut être, pour moi, l'aliénation, ça peut être ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui prend des décisions à votre place, mais dans laquelle la fonction et l'objectif n'est pas dans celle des citoyens, soit parce que quelqu'un finalement veut tirer la couverture à soi et dire une fonction objective qui maximise son profit, qui va maximiser d'un point de vue idéologique, ou qui va chercher à faire de la cyberattaque, enfin ces choses-là. Et puis donc ça c'est un premier risque pour moi d'aliénation, vraiment. C'est l'aliénation dans ce sens-là. C'est
je suis donc je suis fournisseur de données parce que je joue le jeu de ce territoire intelligent, donc j'accepte finalement de faire partie de ce système-là. Donc je suis fournisseur de données, mais en fait, la donnée est utilisée, ce que je fournis, finalement dans des objectifs qui me sont complètement adversaires et contraires. L'autre danger, à mon avis, c'est aussi la partie exclusion. Parce que si justement vous avez des gens qui sont des utilisateurs et des citoyens qui sont laissés pour compte, parce que en fait, alors il y en a certains qui s'excluent eux-mêmes, ils disent moi je ne veux pas fournir de la donnée, je veux pas, donc je veux pas de capteur, je veux pas être instrumenté, je veux rien. En fait aujourd'hui si vous avez un téléphone dans votre poche, ça y est, c'est trop tard, hein, j'ai envie de dire. Vous êtes déjà un fournisseur de données, hein, malheureusement. Donc il y a ça, il y a les laissés pour compte, c'est-à-dire ceux qui n'ont même pas un accès à ce territoire intelligent, à cette IA, pour des raisons très pragmatiques. Hein. Oui, j'imagine que quand vous êtes un gouvernant, finalement, vous devez faire l'inclusivité. Vous devez à la fois inclure le plus grand nombre sans laisser pour compte. Mais parfois, il y a des problèmes de déploiement, d'accès, de réseau à cette technologie-là, qui fait que soit il y a une peur, soit il y a vraiment, d'un point de vue des infrastructures, tout simplement, du déploiement de l'exclusion. Merci Pierre. On va poursuivre, on va remercier une nouvelle fois Pierre pour son intervention. Et on va poursuivre cette fois avec Rudy Cambier de l'IGN, Institut national de l'information géographique et forestière, avec une intervention qui s'intitule « L'IA au service de l'intelligence territoriale ».